Bonjour à vous. Avant de commencer, j'aimerais vous faire une remarque. La vidéo concernant Tucker Carlson et Vladimir Poutine, leur fameux entretien au Kremlin que j'avais posté, donc c'était un entretien certes en anglais mais sous-titré en français. Eh bien cette vidéo a été supprimée par YouTube. Alors YouTube a eu la délicatesse de m'envoyer un courriel en me précisant que ma vidéo a été supprimée, mais que cela n'affectait en rien ma chaîne YouTube. Ah bah tout allait bien, alors j'étais très content. Donc ils suppriment une de mes vidéos et ils me disent que tout va bien pour ma chaîne YouTube. Soulagement. Bref, donc c'est ridicule évidemment, je ne comprends pas cet acharnement de YouTube quant à ma chaîne. Alors le fait que de temps en temps ils désabonnent mes nouveaux abonnés, ça aussi je ne le comprendrai jamais. Et j'ai noté que quand j'avais que 150 ou 200 abonnés, j'avais beaucoup plus de vues sur mes vidéos que maintenant. Allez comprendre. Alors que pourtant, bon, c'était il y a 7 8 mois, bah, quand j'ai dû refaire ma chaîne YouTube, puisque ma chaîne Analyse du Monde a été complètement supprimée, j'ai dû en recréer une autre, donc il y a maintenant un peu plus de 8 mois, et qui s'appelle Réinformation sur le Monde. Donc cette chaîne que vous regardez, Réinformation sur le Monde, n'a que 8 mois. Voilà. Et bien quand je postais mes vidéos tout au début de la chaîne, encore une fois quand j'avais presque personne, j'avais beaucoup plus de vues, donc, alors que c'était un travail très amateur, quoi, beaucoup plus amateur que maintenant. Allez comprendre. Bref, donc inutile de se lamenter, on va passer tout de suite donc au point sur l'Ukraine du 17 février 2024 avec comme titre Avdiivka est tombé, ça y est, c'est fait. Donc, alors évidemment, pour ceux qui me suivent, nulle surprise, puisque déjà, dans les précédents points sur l'Ukraine, je vous disais qu'Avdiivka va tomber, hein, c'était dans le titre. Bah là, maintenant, ça y est, elle est tombée. Donc, l'armée ukrainienne a fait une retraite en panique. Et vous allez le voir, pas du tout en bon ordre, puisque la route principale est bloquée depuis très longtemps. Alors pas physiquement par les troupes russes, mais elle est bombardée par l'artillerie, par les drones, par des petits missiles. Bref, donc elle était déjà impraticable, hein, même si certains Ukrainiens l'empruntaient quand même, mais c'était joué à la roulette russe. Là maintenant, ils ont fait une retraite à travers champs. Et bah donc cette retraite va être extrêmement difficile. Je vais vous montrer dans cette vidéo point sur l'Ukraine que ben, malheureusement tout porte à croire qu'ils vont laisser tous les blessés dans Avdiivka et qu'ils vont les laisser donc aux mains des Russes. Et là présentement donc les Russes sont en train de prendre l'entièreté d'Avdiivka au moment où je vous parle. Et ils ont fait déjà beaucoup de prisonniers ukrainiens. Voilà, ça c'était aujourd'hui samedi au moment où je vous parle. Alors l'autre nouvelle du jour, c'est la mort de Navalny. Alors la mort de Navalny, je ne vais pas en parler dans les articles, je vais en parler là tout de suite pour s'en débarrasser parce qu'en réalité c'est un non-événement. Navalny qui est une fabrication du MI6 et de la CIA, comme d'habitude, hein, ça rappelle, bon, bah, il y a relativement peu de temps, ce qui s'est passé au Venezuela avec Juan Guaido qui s'était autoproclamé président, qui était une pure fabrication de la CIA et du département de la défense américain. Donc Navalny, c'est la même chose, hein. Faut pas oublier que Navalny est un escroc néo-nazi et qui était à un moment donné ouvertement anti-juif. Ça, c'était quand il postait des vidéos sur YouTube, donc ru.tube, c'est-à-dire le YouTube russe. Alors évidemment, ça, on vous en parlera jamais, mais à ses débuts, donc il y a plus de 10 ans,
c'est peut-être 12 ou 13 ans de mémoire, c'est ce que faisait Navalny dans ses petites vidéos sur YouTube. Voilà. Donc évidemment, ça on ne vous le dira jamais dans les médias. Moi, Navalny, ça fait très longtemps que je le connais. Dans les vidéos que je faisais il y a des années de cela, je parlais déjà de Navalny, dont aussi l'affaire Skripal, puisque en fait c'est lié, c'est la même chose. Tout ça, c'est le MI6 et la CIA, comme d'habitude. Et donc j'avais déjà fait une vidéo dessus il y a fort longtemps, il y a des années. Alors mes anciennes vidéos sont sur Odyssée, puisque évidemment ma chaîne YouTube Analyse du Monde a été supprimée il y a près de 9 mois maintenant. Bref, Navalny est un escroc, donc quand la presse pouvait encore parler il y a de cela presque 10 ans concernant Navalny, Navalny a été connu en France parce qu'il avait escroqué la société Yves Rocher. Mais il a fait de la fraude, de l'escroquerie en Russie aussi. Et donc Navalny, c'est toute une affaire, c'est un escroc. Donc moi, à ma connaissance de ce que j'ai su à l'époque, parce que maintenant tout est filtré, tout a été supprimé concernant Navalny, mais de ce que j'avais su à l'époque, donc c'était un escroc, c'était un néo-nazi, il était anti-juif. Donc un opposant parfait à Vladimir Poutine, au régime. Et donc exactement comme la CIA l'a fait et le gouvernement américain l'a fait en Ukraine, donc ils l'avaient fait en espérant, ils avaient fait la même chose en espérant que ça fasse comme en Ukraine, mais en Russie, cela a lamentablement échoué, d'autant plus que Navalny s'était fait prendre en flagrant délit dans un bar-restaurant en Russie, filmé avec bande vidéo et audio, en train de faire une transaction avec le MI6. Donc il s'est fait prendre la main dans le sac en plus, Navalny. Donc comme il avait la protection de tout l'Occident et l'aide de tout l'Occident, donc il est parti de Russie à un moment donné, et il y est revenu de son plein gré. Alors allez savoir pourquoi. Bon, certainement à cause de la pression des Occidentaux qui voulaient absolument avoir un agent sur place afin de créer un embryon d'opposition, on va dire, solide. Bon, ça n'a pas marché. Voilà. D'un autre côté, c'est un peu normal, Navalny étant suivi par le FSB et même le GRU depuis bien longtemps. Bref, donc Navalny est en réalité un non-événement, donc évidemment c'est monté en épingle par les médias occidentaux. Alors comme je le mets dans le titre, est-ce que cela rend heureux les médias ainsi que les gouvernements occidentaux? Point d'interrogation. Peut-être, parce que ça leur permet de faire des gorges chaudes, ça leur permet de cracher sur la Russie, sur Poutine. Donc, d'un autre côté, la mort de Navalny, euh, peut-être due au Kremlin. Là, Dimitri Peskov, le porte-parole, a dit non, 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 ce n'est pas nous. Évidemment, il n'allait pas dire autre chose. Bon, il y a de fortes probabilités quand même que ça soit le Kremlin qui l'ait fait assassiner ou qui lui ait fait des bricoles. Bon, bref, il y a de fortes chances que ça soit le Kremlin quand même. Même si nous n'avons aucune preuve pour l'instant, on ne peut pas être catégorique. Mais c'est fort probable. Ce qui n'est pas bien entre nous. Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû être assassiné. C'était même pas la peine en plus, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc Navalny mort, donc les médias maintenant peuvent parler que de ça et moins parler de ce qui se passe à Avdiivka. Alors ils en parlent quand même d'Avdiivka, mais la mort de Navalny et le fait que Avdiivka soit tombé, la concomitance des faits aide énormément les médias, car ça leur permet de parler à 90% de Navalny et 10% d'Avdiivka.
Voilà, donc ça permet un petit peu d'occulter ce qui se passe à Avdiivka. Voilà. Donc évidemment, il y a une guerre des propagandes, c'est normal. Bref, donc tout ça, c'était pour l'affaire Navalny, je n'en parlerai plus. Par contre, je vais vous mettre des liens concernant Navalny dans la description, des liens qui viennent principalement du grand reporter belge Michel Collomb sur son site Investigation, mais il y aura d'autres liens, pas forcément sur Investigation, qui vont vous démontrer qui était réellement Navalny, cet escroc. Voilà, et qui n'est pas du tout une bonne personne. Voilà, et agent évidemment de la CIA et du MI6. Donc je vais vous mettre des liens pour que vous voyez par vous-même qui est vraiment ce personnage. Voilà, et je ne parlerai plus de Navalny. Donc les autres titres, bien c'est le général Sirski qui a avoué, donc dans un grand média allemand, que les forces russes avançaient sur tout le front, donc les 1000 km à peu près, ils avançaient sur tout le front. Alors évidemment, à ce moment-là, le fait que les Russes aient pris Avdiivka, ce n'était pas encore arrivé, donc il n'en a pas parlé bien sûr, mais bon, tout le laissait à penser dans son entretien avec ce média allemand. Et enfin, on a les services de renseignement norvégiens qui nous indiquent candidement que les Russes mènent la guerre. Ah, quel scoop! Il nous fallait les services de renseignement norvégiens pour nous apprendre cela. Évidemment, nous allons regarder ça en détail avec des articles. Comme vous le savez déjà, cette vidéo est en 3 parties. Nous avons les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin la carte militaire afin que vous puissiez savoir ce qu'il se passe sur le terrain. Évidemment, nous allons principalement parler d'Avdiivka. Voilà, on peut commencer. Alors pour mieux vous situer, on va commencer par une carte militaire d'Avdiivka. Comme ça, c'est plus parlant, ça vous situe mieux avant d'entamer le premier article concernant Avdiivka. Donc là, vous voyez une carte récente qui date de 48 heures. Et là, vous voyez donc les forces russes sont maintenant ici. Voilà, ça fait tout cela. Et il y a une avancée au nord, une avancée au sud pour refermer le chaudron complètement. Et là, en flèche bleue, c'est les troupes ukrainiennes qui essayent de faire une retraite en panique à travers champs. Donc c'est extrêmement difficile pour eux parce qu'ils se font bombarder, bien sûr. Alors là, c'est l'estimation du nombre de troupes ukrainiennes restantes à Avdiivka, donc entre 4000 et 7000 hommes. C'est la dernière estimation des soldats ukrainiens à Avdiivka. Bon, inutile de vous dire que là, on est dans une fin imminente. Alors nous savons qu'Avdiivka est tombé, mais j'aimerais revenir légèrement en arrière. Donc vous allez voir, je vais reprendre un article qui date du 8 février afin que vous sachiez ce qui s'est passé peu de temps auparavant, juste avant qu'Avdiivka tombe. Et c'est très intéressant, vous allez voir pour la compréhension globale de comment est menée la guerre en Ukraine. Alors regardons ça. Alors on va commencer par un article du Figaro International qui date du 8 février. Et que dit-il? Guerre en Ukraine, des renforts envoyés dans l'enfer d'Avdiivka. Alors pourquoi je vous ai pris le 8 février? Tout simplement pour vous montrer que Zelensky, et comme je vous le dis depuis des mois dans les points sur l'Ukraine, lui c'est défense d'Avdiivka à tout prix. C'est-à-dire Bakhmut bis repetita. Donc, sauf que, comme à Bakhmut, c'est le général Syrski qui va s'occuper d'Avdiivka, puisque le jusqu'au boutisme est représenté par le général Syrski. Alors, je vous ai déjà dit que le général Syrski était détesté des troupes ukrainiennes du fait qu'ils suivent les ordres à la lettre de Zelensky, c'est-à-dire défendre à tout prix, ne pas laisser 1 mètre carré aux Russes, donc c'est-à-dire toujours attaquer, toujours attaquer. Zaloujny était contre, mais le général Syrski suivait.
général Sierski, donc responsable de la bataille de Bakhmout et de la boucherie de Bakhmout, hein. N'oublions pas le meat grinder, le hachoir à viande, bon mot inventé par Prigogine. Et donc le général Sierski, détesté du fait de l'historique de Bakhmout par les soldats ukrainiens, fait bis repetita Avdiivka. Parce que Zelensky, c'est ce qu'il lui a demandé au général Sierski. Donc évidemment, ça pouvait que mal se terminer, surtout que Bakhmout était dans une situation bien plus facile pour les Ukrainiens, entre guillemets, qu'Avdiivka. Avdiivka, c'est l'enfer. Alors je rappelle qu'Avdiivka, il y a une bataille là-bas depuis fin 2014, sauf que les Ukrainiens, ils se battaient contre les Ukrainiens du Donbass, c'est-à-dire de l'oblast de Lugansk et de Donetsk. Donc c'est une très vieille histoire, Avdiivka. Et donc bref, pour revenir plus précisément à nos moutons, on voit le Zelensky qui est à Avdiivka, qui fait une vidéo pour bien montrer qu'il veut défendre Avdiivka à tout prix. Alors, autre information intéressante, c'est que le général Sierski a envoyé des troupes pour renforcer Avdiivka. Alors maintenant c'est terminé puisque ces troupes de renfort ont été exterminées, mais les troupes qu'il a envoyées sur Avdiivka qui venaient principalement du nord, de l'oblast de Kupiansk, faisaient partie des meilleures troupes ukrainiennes. Et le peu de bonnes troupes ukrainiennes, il les a envoyées défendre Avdiivka, strictement pour rien, puisque ces troupes ukrainiennes d'élite, entre guillemets, comme je viens de vous le dire, ont été massacrées strictement pour rien. Bravo Sierski. Donc Avdiivka, énorme symbole, puisque Zelensky lui-même se déplace aux portes de la ville pour montrer qu'il est là, il est avec ses troupes. Hein. Donc, bon, là, on nous dit que 18% de la ville, au 8 février, sont pris par les Russes. Le maire de Donetsk, du Donbass, pardon, d'Avdiivka nous dit une situation critique. Avdiivka, l'autre Bakhmout, deux villes du Donbass ruinées par les bombardements, subissant les ravages des assauts russes. Avdiivka, ville industrielle du Donbass, à 13 km de Donetsk, risque aussi de tomber sous le joug russe. La 3e brigade d'assaut, héritière du régiment Azov, vous voyez, on s'en cache même pas. Maintenant, Zelensky qui a dit que naturellement le bataillon Azov faisait partie des troupes ukrainiennes, maintenant ça devient une banalité. Voilà. Alors que le bataillon Azov, c'est un bataillon néo-nazi affiché depuis moult années en Ukraine, et c'était reconnu comme tel. Mais maintenant c'est devenu une banalité. C'est-à-dire il n'y a même plus besoin de relever, quoi. Bref, donc ce régiment Azov il a été déployé pour renforcer les troupes ukrainiennes. Pourquoi ? Parce que les bataillons Azov sont considérés comme les troupes d'élite des forces armées ukrainiennes depuis toujours. Voilà, bon bref, on va pas tout lire. Hein. Je vous ai montré vite fait cet article pour vous démontrer que Zelensky, même si je vous le répète depuis des mois dans les points sur l'Ukraine, voulait défendre Avdiivka à tout prix. Et si j'utilise l'imparfait, c'est pas par hasard. Dans cet autre article, qui vient de Simply Use the Thinker, une de mes sources, on voit que donc il y a des chaînes pro-ukrainiennes, dont un Andrew Perpetua, qui est une sommité pro-ukrainienne. Donc comme le dit cette source, donc un des plus grands OSINTers, c'est-à-dire lui contribue énormément à OSINT Technical, donc pro-ukrainien. Et que dit ce Andrew Perpetua, donc un des plus grands contributeurs à OSINT? Eh bien là il est en colère, il dit mais l'Ukraine, faut abandonner Avdiivka. Pourquoi est-ce qu'il continue à faire, bon je peux pas traduire ce mot, ces sacrées erreurs? Pourquoi est-ce qu'il continue à faire ces sacrées erreurs? Alors dans le sens comme à Bakhmout, cette ville n'a pas d'importance, qui s'en soucie? Juste partez,
Juste partez. Encore une fois, je vous traduis pas ce mot. Donc une autre chaîne ukrainienne, TG Deep State. Alors TG Deep State, alors TG c'est Telegram Deep State, Deep State c'est l'état profond, rapporte: cela vaut la peine de prendre des décisions qui permettront avant tout de sauver la chose la plus précieuse, la vie des soldats, et ne pas transformer Avdiivka en une autre forteresse avec des chansons et des poèmes. C'est-à-dire ne pas, comme Zelensky le veut, c'est-à-dire qu'Avdiivka soit la nouvelle Bakhmut, c'est-à-dire bon bah voilà, que Avdiivka tombe en martyr et qu'on en fasse des chansons et des poèmes. C'est ce que dit la chaîne Ukraine TG, donc Telegram Deep State. Donc vous voyez, là, même les pro-ukrainiens disent partez, partez d'Avdiivka, ça n'a aucun sens de rester à Avdiivka. Ouais. Et là, donc vous voyez donc un Julian Roske, pardon, pro-ukrainien à fond évidemment, là qui a la gentillesse de nous montrer une carte ukrainienne avec ce qu'il en est exactement d'Avdiivka. Donc là vous voyez Avdiivka, c'est tout ça. Alors ça descend beaucoup plus bas. Là ce qui a été pris par les Russes, c'est surtout la zone industrielle. Alors la zone, il y a beaucoup de zones industrielles dans Avdiivka, mais la zone sud, c'est la zone industrielle la plus dense au niveau, je dis bien, des bâtiments industriels. Donc ils ont pris vraiment le sud, et là ils ont coupé Avdiivka en deux. Comme vous pouvez le voir, là c'est la zone de la coquerie industrielle. Là il y a le fameux terril qui fait plus de 100 mètres de haut, qui est ici. Et donc ici, il y avait la ligne d'approvisionnement, donc une route. Et là, ça y est, bon, bah, les Russes ont pris cette fameuse route cette fois. Donc ils ont fait une avancée absolument énorme. Là, ils ont fait tout. Là, c'était du vide. Là, ce que vous voyez en rouge, c'était du vide. Bah, tout a été pris par le sud, mais la plus grande percée était au nord. Et ici. Donc grande avancée ici et très grande avancée ici. Voilà. Donc là, que dit donc ce gros contributeur ukrainien? Donc l'armée ukrainienne est en train de se retirer d'Avdiivka. Les forces d'invasion russes avancent rapidement à l'intérieur et autour de la ville. Espérons qu'il y aura autant que possible de soldats ukrainiens qui s'en tireront vivants. Alors évidemment, rien n'est moins sûr, hein. Rien n'est moins sûr. Là, je vais vous montrer une vidéo terrible d'un soldat ukrainien qui est resté coincé dans Avdiivka, qui appelle sa femme, et vous allez voir, c'est assez déchirant. Donc là, on va regarder une vidéo qui est assez déchirante, puisque c'est un soldat ukrainien qui est coincé à Avdiivka, qui appelle sa femme, bon, certainement pour lui dire adieu. Vous allez voir, c'est assez déchirant. On va pas tout regarder hein, parce que ce serait inutile. Est-ce que quelqu'un va venir? Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec toi ou est-ce que tu es tout seul? Tout le monde est parti, tout le monde fait une retraite. Moi j'ai les jambes blessées, j'ai un shrapnel dans le dos. Est-ce que tu es tout seul ici? Non, nous sommes 6. Et là, lui demande, mais comment ils peuvent te laisser tout seul? Lui, il dit, je ne sais pas, c'est comme ça. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui est assez terrible, hein, surtout vers la fin. Donc je vous épargne tout cela, mais en gros, c'est vraiment déchirant. Donc ce soldat qui est blessé va être laissé dans un souterrain quelque part. Là, il est avec d'autres gars qui sont blessés aussi. Donc évidemment, c'est une situation désespérée. Donc là, ce qui se passe à Avdiivka, c'est qu'il y a une retraite qui est en train de se faire, mais en panique. Et comme la grande voie d'approvisionnement est coupée 7 fois physiquement par les Russes, c'est-à-dire les Russes sont sur cette route,
Alors, ce qui était déjà impraticable depuis longtemps, c'est-à-dire c'était jouer à la roulette russe que de prendre cette route principale, maintenant elle est coupée. Alors il reste les petits sentiers, les petits chemins pour essayer de fuir, de faire une retraite comme il le dit, puisque comme il l'a dit, il y a des retraites qui sont en train d'être faites, mais en panique. Et seuls, ceux qui sont en forme, évidemment, peuvent tenter le tout pour le tout. Et vraisemblablement, tous les blessés vont être laissés à la mort à Avdiivka, bien entendu. Donc ce qui devait arriver arriva. Et maintenant, il n'y aura plus que les blessés et ceux qui vont se rendre quand les Russes auront pris les souterrains, les tunnels, etc. Voilà comment ça va se finir. En tout cas, c'est extrêmement triste parce qu'évidemment, vous doutez bien que son cas, il n'est pas isolé, il y en a plein des comme lui. Là, il a appelé sa femme en gros pour lui dire adieu. C'est absolument terrible et tout ça parce que Zelensky, pendant des mois et des mois, à l'image de Bakhmut, n'a rien voulu céder et n'a jamais voulu faire de retraite d'Avdiivka. Et voilà, il en coûte la vie de ces hommes. C'est absolument tragique. Donc là, on va regarder un court extrait de LCI qui fait face au mur de la réalité. Donc là, les médias occidentaux s'écrasent perpétuellement sur le mur de la réalité. Donc là, sur Avdiivka, ça a fait exactement comme Bakhmut, hein. Les médias occidentaux disaient oui, il faut absolument que Bakhmut soit gagné par les Ukrainiens, faut pas faire de retraite, on va envoyer plein de troupes, c'est très bien, ils sont en train de gagner Bakhmut, faut juste patienter un peu et Bakhmut va être prise. Et bis repetita, ils ont dit exactement la même chose avec Avdiivka, mais ils s'écrasent à nouveau sur le mur des réalités. Et là, maintenant, le réveil est brutal et ils sont bien obligés de faire avec les faits. Et comme je le répète souvent, les faits sont tenaces et maintenant, ils ne peuvent que constater. Regardons. Ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est terminé pour les Ukrainiens ? C'est extrêmement compliqué pour les Ukrainiens. Nous étions notamment dans la partie nord-est d'Avdiivka, sur les flancs nord. Et là, en fait, ce qu'on nous disait, les soldats nous disaient, vous pouvez plus avancer parce que nos troupes sont déjà en train d'opérer un premier retrait à ce niveau-là. Alors ensuite, on leur demande commencer à Avdiivka même. Et ce qu'ils nous racontent est assez intéressant. Là où c'est très très dangereux, c'est vraiment aux alentours d'Avdiivka. Quelque part, on est presque plus en sécurité, si on pouvait dire ça, dans Avdiivka. Ce qu'il faut comprendre quand il nous explique cela, c'est que c'est la route de ravitaillement qui est constamment prise sous le feu avec cette poussée russe sur les villages qui sont aux alentours d'Avdiivka. On était aussi avec une équipe d'évacuation de médics qui vont sur la première ligne prendre les soldats blessés. Beaucoup plus de blessés qui arrivent ces derniers jours. Impossible de donner un chiffre, mais des personnes qui nous disaient on a rarement vu cela. Et puis d'autres soldats aussi qui combattaient à Bakhmut au nombre de 5 différents dans des villages différents et qui nous ont dit c'est pire que Bakhmut, pire, prononcé 3 fois à chaque fois. Et ils nous disent le plus gros problème, c'est que nous avons un cruel manque de munitions. Nous ne l'avions même pas autant à Bakhmut. Et le deuxième problème, c'est la logistique. Il n'y a plus aucune logistique parce que cette route de ravitaillement est impossible à prendre. Donc les Ukrainiens qui disent en effet, on ne voit pas les choses s'améliorer dans ce sens. Et donc c'est du mot de l'enfer en fait qu'ils qualifient la situation dans les alentours d'Avdiivka. Merci beaucoup Charlie Nurel et Camille Sou en direct des environs d'Avdiivka. Merci. Bonjour à vous si vous nous rejoignez. On est en train de parler d'Avdiivka, cette ville à l'est de l'Ukraine, ville forteresse qui est en train de tomber entre les mains des Russes et que les Russes tentent de prendre depuis déjà le mois d'octobre. Général, on entendait Charlie Nurel nous parler de la situation sur place. Elle a employé un mot fort. Elle a dit que les soldats sur place disaient que c'était pire que Bakhmut. Jamais on aurait pu imaginer ça. Non, mais d'un autre côté, quand on voit les moyens qui ont été mis en place
par les Russes. Les fortifications dont nous parlions tout à l'heure pour Avdiivka, ça fait 8 ans de fortification, donc des gens parfaitement bien en position de défense, tuant certainement beaucoup de Russes. Mais d'un autre côté, comme les Russes le savent, ils utilisent au maximum leur artillerie, puisque c'est intéressant aussi ce qui a été dit, c'est le manque d'obus, de munitions pour riposter. Ce qui fait qu'à un moment, quand vous ne pouvez pas riposter, faire de la contre-batterie, comme on dit, c'est-à-dire détruire les canons adverses, ben, il y a un moment, vous ne faites que subir et recevoir. Alors, autre information qui touche plus ou moins Avdiivka, c'est une frappe de 3 Iskander M, donc sur la ville de Selidovo, à environ 30 km d'Avdiivka, donc à l'ouest d'Avdiivka. Donc ici, ça se dit en réalité Seludovie. Seludovie, environ 30 km d'Avdiivka. 3 Iskander M sont tombés coup sur coup, donc c'est vraiment terrible pour les Ukrainiens. Donc là, d'après les sources ukrainiennes, il y aurait eu environ 1500 Ukrainiens morts, tués d'un seul coup. Alors d'après le plus grand contributeur OSINT, donc la source, l'open source international ukrainien, donc le plus grand contributeur ukrainien, il dit qu'il y avait environ 1500 Ukrainiens là-dedans, et apparemment principalement composés du régiment Azov. Donc ça ferait beaucoup. Alors ils sont peut-être pas 1500, peut-être que les 1500 n'ont pas tous été tués, mais en tous les cas, d'après les rapports que j'ai lus, en fait ce qui s'est passé, c'est que les Russes ont envoyé donc un missile Iskander M sur Seludovie, sachant qu'il y avait une grande réunion là-bas. Ensuite, ils ont attendu, après la première frappe, que des forces viennent aider les blessés. Ils auraient attendu que les forces arrivent, ils auraient fait une deuxième frappe. Et ils ont encore attendu, alors vraiment, là, ils voulaient vraiment que ça soit le plus terrible possible comme résultat. Ils ont encore attendu, ils ont envoyé encore un troisième missile. Donc ils ont fait des dégâts faramineux. Et même d'après les Ukrainiens, le plus grand contributeur ukrainien de OSINT, donc l'open source international, qui est une référence pour nos médias occidentaux, eh bien, donc il y aurait 1500 Ukrainiens soldats là, donc on présume que ces 1500 Ukrainiens sont sur la vidéo. Il y a une vidéo qui a été prise par les drones, et donc il y aurait eu 1500 morts. Maintenant, évidemment, ça reste à confirmer le nombre de morts, mais en tout cas, c'est un coup absolument terrible pour les Ukrainiens. Maintenant, on va passer à autre chose que Avdiivka. Là, on regarde le journal Business Insider, donc le journal international, qui date du 13 février. Et que dit-il? Les choses vont mal, très mal en Ukraine. Ben ouais, ce n'est pas un scoop, hein, sauf que là, vous voyez que les grands médias se réveillent, hein, c'est l'éternel mur de la réalité, hein. Donc en gros, pour les médias occidentaux, vous savez, c'est comme l'image d'un grand film américain où dans ce film, il disait qu'une personne se jette du 8e étage d'un immeuble, et qu'à chaque étage, donc 7e, 6e, 5e, celui qui jette par la fenêtre dit ah, 7e étage, pour l'instant ça va. 6e étage, ah, pour l'instant ça va. Voilà, et jusqu'à ce qu'il s'écrase, évidemment. Donc c'est cette image qu'ont les médias occidentaux. Donc ils se réveillent. Bon, on va pas tout lire, mais vous voyez un petit peu le type de l'article, hein. Bon, là, à l'approche du 2e anniversaire de l'invasion non provoquée, alors j'aime bien, ils reviennent avec ça, non provoquée de la Russie. Alors pourquoi je vous montre ça, pourquoi j'insiste sur le non provoqué? C'est que j'ai fait une vidéo qui montre que la Cour de justice internationale avait statué que la Russie n'était pas le pays agresseur, et qu'il n'avait pas envahi l'Ukraine
de manière agressive. Donc en fait, alors il faut comprendre quoi? Ça veut dire que en fait le pays agresseur c'était l'Ukraine et que la Russie n'a fait que réagir. Voilà comment faut le comprendre. Et ça, c'est la Cour internationale de justice qui a statué cela. Je vous ai fait une vidéo et je vous ai montré tout cela. Mais évidemment, là, on réinsiste, hein, ça reste un média occidental. Bon, bref, le reste, c'est du blabla. C'est voilà, c'est pour dire voilà, que c'est fini. Manque de personnel, manque de munitions. C'est la fin. C'est la fin. C'est qu'une question de temps maintenant quant à la victoire totale russe et qu'on passera enfin à la négociation pour éviter enfin le massacre des soldats ukrainiens, mais aussi des soldats russes, bien entendu, car évidemment, il y a des soldats russes qui meurent aussi, hein, faut pas l'oublier. Certes, en moins grand nombre que les soldats ukrainiens, mais bon, il y a des morts des deux côtés, hein. Donc il serait peut-être temps de passer à un cessez-le-feu, qu'on arrête les morts, car là, c'est trop. C'est beaucoup trop et depuis trop longtemps. Donc là, on va passer à la déclaration du nouveau chef d'état-major ukrainien, c'est-à-dire le général Syrski, quant au front. Et il dit que la Russie avance sur tous les fronts. Donc là, c'est un entretien qu'il a fait à la chaîne allemande ZDF. Як ви оцінюєте ситуацію зараз? Donc là, la journaliste allemande lui demande comment il analyse la situation présente. Ну, ситуація на даний час можна оцінити як складна. Donc là, il dit que la situation est très difficile. Тобто противник зараз наступає фактично на всій лінії фронту. Là, l'ennemi avance sur virtuellement tous les fronts. А ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Donc là, on est passé de l'offensive à la défensive. І мета нашої оборонної операції – це виснажити сили Le but de l'opération défensive est d'affaiblir les forces ennemies. противника, нанести йому максимальних втрат. Donc là, il dit, bon, bah, pour infliger un maximum de pertes pour l'ennemi. Використовуючи, опять-таки, наші укріплення. Et pour ce faire, utiliser au maximum nos fortifications. Наші переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації. Donc là, en utilisant nos drones, la guerre électronique, bref, notre avancée technique. Ce qui est absolument risible, hein, parce que là, c'est entre guillemets de l'inversion accusatoire. C'est-à-dire là, ce qu'il est en train de décrire, c'est ce que font les Russes, au final. C'est exactement ce que font les Russes. Voilà, donc c'est vraiment très drôle. Alors là, on va lire un article qui vient de The Moscow Times, qui est le plus grand journal d'opposition au Kremlin en Russie. Donc il est basé à Moscou. Si vous voulez, The Moscow Times, c'est l'équivalent de la BBC Londres, avec toute la propagande occidentale qui va avec, hein. Et oui, et pourtant, hein, c'est là depuis toujours en Russie. Hein, c'est étonnant, hein, que la Russie permette The Moscow Times à Moscou. C'est fou, hein, c'est pas ce qu'on nous dit dans les médias. Dans les médias, on nous dit que tout ce qui est opposé à Vladimir Poutine est interdit de manière absolument terrible. Apparemment, c'est pas vraiment le cas, hein. Bref, la Russie prend le dessus en Ukraine, prévient le chef du renseignement norvégien. Ça date du 12 février 2024. Donc, la Russie prend l'avantage dans la guerre en Ukraine grâce à son plus grand nombre de soldats et d'armes fournis par la Chine, la Corée du Nord et d'autres pays, ont prévenu lundi les services de renseignement norvégiens. Présentant son rapport annuel sur les risques avec d'autres services de sécurité norvégiens, le chef de l'unité de renseignement militaire Nils Andreas Stenson a déclaré que Kiev aurait besoin d'une aide militaire occidentale importante pour inverser la tendance. Ah, il suffit d'une plus grande aide occidentale importante et l'Ukraine peut gagner la guerre. Ils sont très forts, ces services norvégiens.
Citation. Dans cette guerre, la Russie se trouve actuellement dans une position plus forte qu'elle ne l'était il y a un an et est en train de prendre l'avantage, a déclaré Stenson aux journalistes. Il a déclaré que la Russie pourrait mobiliser environ 3 fois plus de troupes que l'Ukraine, que Moscou gère mieux que prévu les sanctions et que son industrie est désormais en mesure de produire suffisamment de munitions, de véhicules de combat, de drones et de missiles pour permettre à ses troupes de maintenir leur guerre. Ah là là, ils sont très forts les services de renseignement norvégiens. Oh, ils nous donnent des informations que l'on sait depuis 1 an et demi. Voilà, dès la palissade, des évidences. L'eau mouille. Ah, merci les services de renseignement norvégiens de nous donner des renseignements que le Kidam moyen de par le monde sait déjà depuis 1 an et demi. Bon, j'exagère un petit peu, mais vous voyez un petit peu, et les services de renseignement norvégiens, là, ils prennent le devant de la scène en nous sortant ça. Ah là là, vraiment la honte, hein. Vraiment la honte. Ils ont vraiment pas peur du ridicule, hein. Alors là, on va regarder un article du Guardian suite à la visite de Vladimir Poutine dans l'usine qui fabrique des tanks, la plus grande usine de fabrication de tanks de Russie, c'est-à-dire l'usine Ural-Vagonzavod. Et suite à cet événement, cette visite, donc le Guardian nous dit beaucoup plus élevé que prévu. La production d'armes russes inquiète les planificateurs de guerre européens. Moscou a massivement développé son industrie, lui conférant des avantages en Ukraine et entraînant une redistribution des richesses. Alors que l'Ukraine s'était forcée de se procurer des munitions, des armes et des équipements pour sa défense, la Russie a présidé à une accélération massive de sa production industrielle au cours des 2 dernières années qui a dépassé ce que de nombreux planificateurs de défense occidentaux attendaient lorsque Vladimir Poutine a lancé son invasion. Alors pourquoi les planificateurs occidentaux sont complètement dépassés? C'est parce qu'ils étaient complètement ignorants. Tous les connaisseurs connaissaient évidemment le complexe militaro-industriel soviétique et le fait que Vladimir Poutine, suite à sa conférence de Munich de 2008, n'a cessé de mettre en branle afin de l'améliorer chaque année. Moi, je le sais depuis toujours, je le sais même depuis avant 2008, parce qu'en fait, quand Vladimir Poutine a pris le pouvoir, c'était une de ses premières priorités. C'était de remettre en route le complexe militaro-industriel soviétique dès que possible. Donc évidemment, ça ne date pas d'hier. C'est pour ça que son complexe militaro-industriel est aussi au point maintenant. Donc ça n'a rien de nouveau, mais les planificateurs de guerre européens, eux, ils découvrent ça. Parce que n'oublions pas l'incompétence légendaire des Occidentaux quant aux connaissances sur la Russie, sur le militaire, sur l'économie. Ils ne savent strictement rien, leur ignorance est crasse. Et on en a le résultat maintenant. Nulle surprise en réalité. Là, on a un article très intéressant et c'est tiré d'une communication de l'ancien président tchèque. Donc, que dit le titre? Les États-Unis et le Royaume-Uni sont responsables du conflit en Ukraine. Et donc, ancien président tchèque qui le dit. Donc, c'est Václav Klaus. Le conflit entre Moscou et Kiev a véritablement commencé en 2008, lorsque l'OTAN a accepté d'admettre à terme l'Ukraine, a déclaré Václav Klaus. Le conflit en cours entre Moscou et Kiev est le résultat d'une série d'erreurs commises par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, a déclaré l'ancien président tchèque Václav Klaus lors du Forum économique mondial de Davos dans un discours publié vendredi. Inutile de vous dire que quand Václav Klaus au Forum économique mondial a dit ça, ça a été un gros pavé dans la mare et une voix discordante. Le mépris flagrant de l'Occident pour le contexte géopolitique a conduit à cet événement historique et tragique qui aurait pu et dû être évité, a déclaré Klaus, qui a dirigé la République tchèque entre 2003 et 2013. Cette guerre a commencé le 4 avril 2008, a déclaré Klaus, faisant référence au sommet de l'OTAN à Bucarest,
au cours duquel les membres du bloc dirigé par les États-Unis ont décidé de soutenir les aspirations à l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie, affirmant que les deux nations deviendront membres de l'OTAN à un moment donné dans le futur. Bon, je vais pas tout lire, mais ça donne le ton. Donc, les vérités commencent à apparaître. Donc là, cette voix discordante au Forum économique mondial n'a pas été la seule. Très étonnamment, c'est la deuxième voix discordante au Forum économique mondial que j'entends. Il y en a un autre personnage qui a été encore plus direct que Václav Klaus. Malheureusement, j'ai pas pu retrouver sur YouTube la vidéo. Je l'avais vue en direct, mais j'ai pas pu retrouver la vidéo. En tous les cas, c'est très intéressant. Là, on va voir un article du New York Times qui est vraiment assez incroyable. Et c'est ce qu'on appelle en réalité un accident journalistique. Alors vous allez comprendre ce que je veux dire plus tard. Alors là, en titre, on lit « La Russie cache son bilan de guerre. Nous avons rassemblé les indices. » Des entretiens avec des soldats russes blessés avec des proches d'autres personnes révèlent un aperçu de ce à quoi les anciens combattants blessés peuvent s'attendre lorsqu'ils sont renvoyés d'Ukraine chez eux. Bon, à partir de là, tout va bien. Et là, que lit-on? Le véritable bilan des victimes russes de l'invasion de l'Ukraine est un secret persistant de la guerre. Ça, c'est vrai. Le Kremlin maintient une politique de silence et de nombreux Russes ne s'expriment pas publiquement par crainte de représailles. Bon, ça c'est beaucoup moins vrai, mais bon, passons. Mais le nombre de Russes blessés au combat est considéré comme stupéfiant. Et là, vous allez voir le chiffre stupéfiant. Le Pentagone estime le bilan russe à environ 60 000 morts, avec 3 ou 4 fois plus de blessés pour un total d'environ 300 000 victimes. Alors, victimes, c'est casualties en anglais, donc c'est les blessés. Blessés moyens, blessés graves. A déclaré un responsable américain s'exprimant sous couvert d'anonymat. Vous notez sous couvert d'anonymat. Pourquoi? Pourquoi sous couvert d'anonymat? Et bah là, le New York Times, évidemment, comme ils sont plus ou moins ignorants et qui comprennent pas trop les choses, dans le sens le nombre réel de victimes ou supposé, c'est-à-dire dit dans les grands médias, puisque dans les grands médias, et même le New York Times en a fait partie, il disait, 300 000 morts côté russe, peut-être 350 000. C'est ce que disent les grands médias, dans le Daily Telegraph, dans le Daily Mail, bref, dans des journaux occidentaux ou allemands. C'est ce qu'on voit de temps en temps, voilà, à peu près. Et les journaux ukrainiens comme Ukrainska Pravda, c'est en gros 370 000, 380 000 morts côté russe. Voilà. Mais là, le problème, c'est que le Pentagone estime à 60 000 morts. Donc vous voyez, c'est bon dans la fourchette haute, certes, de ce que dit Mediazona et BBC. Parce qu'ils estimaient au 2 février le nombre de morts russes, soldats russes, de 43 780 morts. Moi, je vous disais il y a 2 semaines, quand je vous ai donné le Mediazona BBC, le dernier résultat, je vous avais dit, il faut arrondir à 50 000 morts, parce qu'il y a tous ceux qui ne sont pas comptés, qui n'ont pas compté. Bon, là, Pentagone dit 60 000. C'est juste 10 000 de plus que mon estimation. Voilà. Donc, ça reste dans une fourchette, on va dire, plus ou moins acceptable, proche de la réalité, si on se compare comme référence avec Mediazona BBC, qui ont fait un décompte, j'ai envie de vous dire, presque scientifique. Hein. Donc, régulièrement, je vous donne le décompte de Mediazona BBC. Et là, on a la vérité. Je vous rappelle que le New York Times, il y a de cela quasiment 1 an ou 9 mois, quelque chose comme ça, il disait il y a 100 000 morts côté russe, 100 000 morts côté ukrainien. Voilà, c'est comme par hasard, ça tombait pile.
Et ça, c'était il y a 1 an, 9 mois. Et qui disait ça? C'était justement le chef du Pentagone. Voilà. Et donc là, le Pentagone, un responsable américain sous couvert d'anonymat, bah, dit la vérité. Voilà. Et le nombre de blessés est tout à fait cohérent. C'est tout à fait possible. Ça reste dans la vérité. On est très loin de ce que disent les médias habituellement, les grands médias occidentaux, avec en gros 300 000 morts côté soldats russes, ou 350 000. Et Ukrainska Pravda, c'est-à-dire le journal ukrainien, 370 000, 380 000 morts de soldats russes. Donc là, accidentellement, ils ont dit plus ou moins la vérité. Car oui, c'est une estimation du Pentagone, bon, en réalité d'un responsable américain appartenant au Pentagone, qui, sous couvert d'anonymat, bah, dit un chiffre tout à fait raisonnable. Voilà, ce qui veut dire que le Pentagone connaît bien la vérité en réalité. Et tout se confirme. Tout ce que je vous dis depuis 1 an et demi, concernant les morts de nombreux Russes, est confirmé par un responsable américain du Pentagone, et qui ne dévoile pas son nom, et pour cause. Et pour cause. Vous avez compris. Voilà, donc c'est quand même une petite pépite que je viens de vous montrer là. Là, une information qui vient de CNN, mais ça vient évidemment côté Kiev. L'Ukraine affirme avoir coulé un autre navire de guerre, neutralisant un tiers de la flotte russe de la mer Noire. J'adore, un tiers de la flotte russe. Un navire de guerre, un tiers de la flotte russe. Bon, bref. L'Ukraine affirme avoir désactivé un tiers de la flotte russe de la mer Noire après que ses renseignements militaires ont déclaré avoir coulé un autre navire de guerre russe. En réalité, c'est un navire de débarquement. Lors d'une attaque de drones maritimes au large des côtes de la Crimée mercredi. Le navire de débarquement russe, bah voilà, c'est ça. Le César Kounikov a été attaqué par des drones Magura V5 qui ont percé des trous critiques sur son côté gauche avant de couler. Bon, inutile de lire le reste. Bon, moi j'ai regardé le journal TASS, qui est l'agence de presse russe. Le Kremlin ne le nie pas. Et moi, d'après les rapports russes que j'ai trouvés, j'ai envie de vous dire que l'information est vraie. Que là, l'Ukraine a réussi. Parce que quand on lit TASS sur ce navire-là, ce navire de débarquement, c'est extrêmement neutre, hein, dans le sens ça pourrait vraiment être vrai. Donc moi je considère que l'Ukraine a réussi son coup, puisque j'ai d'autres rapports russes qui plus ou moins confirment. Donc et où tout le monde parle effectivement des Magura V5, donc ce sont des drones navals ukrainiens. En réalité, à chaque fois on dit ukrainien, mais en fait en réalité ce sont des drones britanniques. C'est fait par les Anglais. Mais bon, on dit ukrainien comme ça fait plus style. Mais ça a toujours été des drones faits par les Britanniques. Alors le navire de débarquement César Kounikov, bah, c'est un vieux navire, hein, qui date de 1986. Donc inutile de vous dire que la perte elle n'est pas extraordinaire. Donc c'est un navire d'environ 110 mètres de long, entre 110 et 120 mètres de long. Donc bon, bah ça reste une perte, hein, voilà. Et comme par hasard, vous notez que ça arrive au moment où, évidemment, Avdiivka est en train de tomber. Parce que, évidemment, à chaque fois que l'Ukraine est en grande difficulté, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et j'en profite pour vous dire que ce qu'avait annoncé Zaloujny, c'est-à-dire la destruction d'un Beriev A-50 et d'un Ilyushin 22, donc dans la mer Noire, hein, il y a quelques temps de cela. Bon, après, ils avaient rectifié, l'Ilyushin 22 avait été gravement endommagé, mais il avait pu atterrir sur une base militaire russe
bon, sans trop de problèmes. Et bien ça y est, c'est confirmé, le Beriev A50 en fait se porte très bien. Donc beaucoup de rapports russes ont montré que bah, il était toujours là, fonctionnel, etc. Donc, et évidemment, ni les Américains ni les Ukrainiens n'ont fourni de preuves. Pas la moindre photo d'épave d'A-50. Je rappelle qu'un A-50, c'est un avion absolument énorme qui est tombé donc dans la mer d'Azov, soi-disant abattu par un patriote ukrainien. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus vous démontrant que c'était ridicule. Bon bah là c'est confirmé, les Ukrainiens n'ont absolument rien fourni au niveau de l'épave du Beriev A-50, donc c'était bien un mensonge criant de Zaloujny. Et je rappelle aussi que même les Américains n'ont publié aucune photo par satellite, avion espion ou drone de cette épave normalement qui aurait dû être retrouvée, puisque c'est un avion énorme. Et je rappelle que la mer d'Azov est la mer la moins profonde du monde avec une moyenne de 13 mètres. Donc en gros, ça serait vu comme le nez au milieu de la figure. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour cette information. Donc effectivement, c'est pas entièrement confirmé, mais on peut le considérer comme tel. L'Ukraine a bel et bien détruit encore un bateau russe, et c'est encore un bateau de débarquement, un vieux qui date de 1986. Encore une fois, bon, c'est une perte, mais c'est tout à fait anecdotique comme perte pour les Russes. Bon, un dernier mot, j'ai envie de faire une grosse critique sur l'armée russe, là. C'est une imprévoyance terrible, un manque de prudence terrible. Je ne comprends pas, là c'est au moins le 3e navire réellement coulé par un drone naval ukrainien, et ils n'ont toujours pas appris. Ils n'ont toujours fait aucun moyen de protection. Donc là, j'ose espérer pour eux que ça va être le dernier. Parce que sinon, la honte, quoi. La honte. Donc ça prouve qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Tout du moins concernant le naval. Là, ça va devenir embarrassant pour eux s'il y a encore un autre navire qui est détruit par un drone naval. Là, un article intéressant qui vient du Daily Telegraph du 13 février. Qu'apprend-on? La Russie construit un train de tsar de défense de 30 km de long avec de vieux wagons. Une barricade de fortune de 2000 voitures à Donetsk vise à entraver la contre-attaque de l'Ukraine. Alors Donetsk, l'oblast de Donetsk. Donc ça, le Daily Telegraph reprend le compte ukrainien Deep State, dont je vous ai déjà parlé précédemment. Et là, vous voyez donc dans l'oblast de Donetsk, donc cette barricade fait de 2000 wagons, 2000 vieux wagons. Bon, à partir de là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est que bon, bah là, la Russie fait feu de tout bois pour faire une défense concernant Donetsk. Donc là, ils utilisent bon, bah, tout ce qu'ils ont sous la main. Voilà. C'est assez original comme ligne de défense, il faut l'admettre. Alors là, on a un article très ironique du Daily Telegraph, et que dit-il? La Russie utilise Starlink d'Elon Musk, il faut bien qu'il précise, pour coordonner ses attaques, affirme l'Ukraine. Kiev publie un clip audio dans lequel on peut entendre des soldats discuter de la mise en place d'un système près de la ligne de front dans l'est du Donbass. Bon. L'Ukraine a accusé les forces russes d'utiliser les services internet par satellite Starlink d'Elon Musk pour coordonner les attaques contre ses soldats. Alors bon, peut-être. Moi, mais ce n'est que mon avis, je pense qu'en fait, ce qui a été intercepté par Kiev, c'est le fait qu'ils aient pu trouver des consoles Starlink, et que donc parmi les Ukrainiens, dans les casernes, dans des endroits où, bref, peu importe où ils les ont trouvés, dans la forêt, peu importe, appartenant à des Ukrainiens, voilà, tout simplement.
ou alors ils les ont achetés via les pays arabes, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, bon peu importe. On peut se procurer du Starlink, même en Russie, de manière très facile, hein, via un pays tiers. Donc c'est très facile. Bref, je vois pas à quoi ça peut servir un système Starlink aux Russes qui ont déjà leur propre système. Moi, mais ce n'est que mon avis, je suppose qu'ils ont plutôt entendu le fait que bon, ils ont piqué des systèmes Starlink et maintenant ils vont étudier les consoles au niveau électronique, physiquement à fond, afin de mieux comprendre Starlink et de mieux pouvoir justement le stopper. Parce que là, par contre, il y a moult documents qui sont sortis, comme quoi les Russes travaillent beaucoup sur la perturbation ou même l'arrêt carrément du réseau Starlink via un brouillage électronique. Donc voilà, moi je suppose que c'est plutôt ça, mais ça ne reste que mon avis. Alors là, on a un article vraiment très intéressant. Alors il est surtout intéressant pour moi parce qu'il confirme ce que je vous dis depuis 2 ou 3 mois. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc ça vient du grand journal international Financial World. Donc c'est un grand journal économique international. Et que dit-il? US News et World Report. L'armée russe est actuellement la plus puissante du monde. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit. Hein, je vous avais dit cela il y a très longtemps, quoi, il y a quelques mois, parce que j'avais repris l'article de US News. Donc vous, pour ceux qui me suivent assidûment, vous le savez déjà. Et là, que lit-on? Dans une enquête récente menée par US News et World Report, l'armée russe a mérité la distinction d'être déclarée la force militaire la plus redoutable du monde. Cette reconnaissance découle d'une évaluation approfondie des capacités militaires des pays, telles que déterminées par les participants à une enquête mondiale, notamment dans la sous-catégorie force. Les États-Unis occupent la 2e place dans ce classement mondial complet des puissances militaires, suivi de près par la Chine à la 3e place. Les prouesses militaires d'Israël lui ont valu la 4e place, tandis que la Corée du Sud est devenue la 5e nation. Donc voilà, bon, bah, pour ceux qui me suivent, nulle surprise, parce que je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, depuis 3 mois je crois à peu près, et l'article original est ici. Donc voilà, article que je vous ai déjà montré il y a un moment. Alors je sais plus, est-ce qu'ils mettent la date? Non, je vois pas la date. Mais bon, bref, voilà, c'était US News. C'est le site US News et donc voilà, ces pays ont les armées la plus puissante. Donc et en numéro 1, on a la Russie, en numéro 2, les États-Unis, en numéro 3, la Chine. Voilà. Ici, un article du New York Times qui nous dit « La Russie avance sur une arme nucléaire spatiale ». Évidemment, ils disent cela, ils n'ont aucune preuve. Le ton est catégorique, mais ce n'est que de la spéculation. Les progrès russes en matière d'armes nucléaires spatiales sonnent l'alarme. Les États-Unis ont informé le Congrès et leurs alliés en Europe des avancées russes concernant une nouvelle arme nucléaire spatiale conçue pour menacer le réseau satellitaire américain, selon des responsables informés du sujet. Une telle arme pourrait détruire les communications civiles, la surveillance depuis l'espace et les opérations militaires de commandement et de contrôle utilisées par les États-Unis et leurs alliés. Bon, je n'accorde pas trop de crédit à cela. Pour moi, ça reste encore une fois dans faut effrayer les gens parce que faut diaboliser la Russie. Voilà, alors est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, c'est peut-être vrai, mais pas pour détruire des satellites étrangers. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait déjà plusieurs années que la Russie peut détruire des satellites via un missile lancé depuis le sol. Les Indiens aussi savent le faire depuis plusieurs années. Les Chinois savent le faire depuis plusieurs années et les États-Unis aussi. Inutile de faire appel au nucléaire pour détruire un satellite, vu que bon, ces 4 grandes nations savent déjà le faire depuis des années.
Donc quel est l'intérêt d'inventer une arme nucléaire spatiale, voilà, pour détruire des satellites, vu qu'ils savent déjà le faire? Bref, quel est l'intérêt? Alors bon, je dis pas que c'est faux, hein, mais je crois que c'est pas pour ça. Ou alors c'est carrément faux. Et à mon avis, la grande probabilité, c'est que ça soit complètement faux. Voilà, c'est plutôt la grosse probabilité. Je pense que ça fait partie de l'arsenal médiatique pour faire peur aux gens en disant, bah regardez, ça voudrait dire en sous-entendu, les Russes, ils mettraient des satellites avec des ogives spatiales, et ils pourraient détruire des pays avec des ogives spatiales via leurs satellites nucléaires. Bref, c'est le fantasme qui est sous-entendu là-dedans, encore une fois, pour diaboliser la Russie. C'est le plus probable. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais franchement, comme par hasard, ça tombe maintenant, quoi. Alors je pense que c'est le plus probable. Pour moi, c'est de la propagande. Mais nous verrons bien. Alors concernant les articles, on va finir en beauté avec la France qui annonce jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine en 2024. Jusqu'à, hein, ça ne veut pas dire qu'on va donner 3 milliards d'euros, mais ça ira jusqu'à 3 milliards d'euros en 2024. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait un passage éclair à Paris ce vendredi pour signer un accord de sécurité avec Emmanuel Macron, après avoir fait de même à Berlin. La France annonce notamment jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine en 2024, sachant que la France avait déjà donné 1,7 milliard d'euros d'aide à l'Ukraine en 2022. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé un accord bilatéral de sécurité ce vendredi soir à l'Elysée, 2 ans après le début de l'invasion russe. Il est censé garantir un soutien civil et militaire dans la durée à l'Ukraine en pleine guerre avec Moscou, alors que l'armée ukrainienne est à la peine face aux Russes et que l'aide américaine est gelée. Dans sa tournée européenne assombrie par l'annonce de la mort en prison d'Alexei Navalny, opposant numéro 1, alors ça j'adore, opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, non, il ne représentait strictement rien au niveau parti politique en Russie. Vraiment rien. C'est uniquement l'Occident qui en fait un opposant numéro 1. Mais en fait, non. Il est l'opposant numéro 1. Il est vrai sur la scène internationale par rapport à l'Occident. Ça, c'est vrai. Mais en réalité, en Russie, au niveau des urnes, du parti politique, factuellement, Navalny ne représentait quasiment rien. Il avait très peu de suivants, Navalny, en Russie, en réalité. Donc le président ukrainien a signé un document similaire avec le chancelier allemand plus tôt dans la journée. Alors pour les Allemands, ont promis 7 milliards d'euros, eux. Voilà. Alors pour que ça vous donne un ordre d'idée, les pays qui ont donné le plus à l'Ukraine, ce sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et nous, on serait, paraît-il, d'après l'Institut Kiel, K-I-E-L, on serait le 14e, en 14e position. Bref. Voilà ce que contient cet accord. Donc, on va pas tout lire, hein, juste là, juste ce paragraphe. Dans ce texte conclu pour une durée de 10 ans, la France s'engage à fournir en 2024 jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à Kiev, après un soutien qu'elle chiffre à 1,7 milliard d'euros en 2022. Paris évoque notamment un renforcement de la coopération dans le domaine de l'artillerie. Soi-disant, on va être les numéros 1 en Europe dans la fabrication d'obus. Nous verrons. L'accord prévoit la fourniture d'une assistance globale à l'Ukraine pour le rétablissement de son intégrité territoriale dans ses frontières internationalement reconnues. C'est... Les bras m'en tombent, les bras m'en tombent. C'est du plus haut grotesque. La dissuasion active et les mesures à prendre face à toute nouvelle agression de la Russie. Lors d'une conférence de presse, Emmanuel Macron, qui prévoit de faire une visite en Ukraine avant la mi-mars, a dénoncé avec vigueur un changement de posture de la Russie
qui exige un sursaut collectif. Ça exige un sursaut collectif. Voilà, bon, évidemment, tout ça n'est que de la posture. Tout ça n'aidera absolument en rien l'Ukraine. Et tout ce qu'on va donner à l'Ukraine ne va faire que prolonger l'agonie de l'Ukraine, va faire que prolonger la liste des morts ukrainiens et accessoirement des morts russes. Donc c'est du plus haut ridicule. Mais Macron est cohérent là ces derniers temps, il est cohérent avec lui-même. Il avait dit que ce serait la guerre à tout prix contre la Russie et que la France ne pouvait pas permettre à la Russie de gagner la guerre. Vous voyez l'arrogance typiquement jupitérienne de Macron. Le ridicule ne tue pas, heureusement. Et cette comédie, cette farce de l'Occident pour vouloir gagner la guerre contre la Russie, cette farce, je dis bien, va continuer un certain temps. Je pense quand même, quand la victoire de la Russie sera totale, je pense qu'ils vont être refroidis malgré tout et que, à cause de la crise énergétique et que les besoins pour l'Europe du gaz russe pas cher et en grande quantité, je pense que le business, les affaires l'emporteront sur l'agressivité et le bellicisme de l'Europe. Je le pense. Je l'espère tout du moins. Nous verrons bien. On va passer à la conclusion. Alors que peut-on dire en conclusion ? La chute d'Avdiivka était absolument inéluctable, extrêmement prédictible. Ça fait des mois que je vous l'annonce. La seule question c'était quand ? Mais quand dans un avenir très proche. C'est comme ça que je vous le laissais entendre dans les points sur l'Ukraine depuis des mois quant à Avdiivka. Inutile de sortir de Saint-Cyr pour savoir cela. Et en plus grande échelle, ça fait plus d'un an et demi que je vous dis qu'au 24 février 2022, l'Ukraine avait déjà perdu la guerre, tout simplement parce que l'OTAN n'a jamais voulu entrer directement en guerre avec la Russie. Donc comme c'était une guerre par truchement, on sait très bien comment ça se finit. Et puis pour les connaisseurs qui connaissaient en réalité l'état réel de la Russie quant à son complexe militaro-industriel et quant au fait que Vladimir Poutine se prépare à cela depuis 2008, pour celui qui suit la Russie, c'était tout à fait normal. La Russie se prépare depuis 2008 et peut-être même depuis avant. Donc celui qui a écouté le fameux speech de Munich de Vladimir Poutine devait comprendre tout cela. Donc c'était une évidence. Vladimir Poutine, ça fait très longtemps qu'il se prépare à cela. Alors évidemment, malgré tout, il essayait quand même d'entrer dans les bonnes grâces de l'OTAN parce que Vladimir Poutine a toujours voulu avoir de bonnes relations avec les États-Unis et l'Europe, malgré toutes les misères qu'on lui a faites déjà avant 2008. Voilà, parce que quand il a eu son fameux speech de Munich, c'est parce qu'on lui a fait des misères, dans le sens où l'OTAN n'a pas respecté, l'Occident même pourrait-on dire, n'avait pas respecté sa promesse de ne pas avancer d'un pouce. Et je parle de l'OTAN, donc des États-Unis. Donc les États-Unis avaient trahi la Russie et Vladimir Poutine en 2008 l'avait souligné et de manière très ferme. Bref, donc de toute manière, l'OTAN ne s'étant jamais engagée directement contre la Russie lors de la guerre en Ukraine, le résultat était évident, encore une fois, pour qui connaissait le complexe militaro-industriel de la Russie, qui le suit depuis longtemps, comme moi, et son économie qui s'était préparée justement à faire face aux sanctions. Alors, Vladimir Poutine ne s'est pas préparé aux sanctions depuis 2008, ça c'est pas vrai. Par contre, la Russie s'est préparée aux sanctions depuis 2014, c'est-à-dire depuis l'annexion de la Crimée par la Russie. Là, depuis 2014, la Russie se préparait à contrer les sanctions. Donc en réalité, nulle surprise.
Mais les gens moyens, entre guillemets, qui suivent la propagande occidentale, est ignorante de ces faits-là. Parce que les experts eux-mêmes occidentaux sont ignorants de ces faits-là, vu qu'ils ne suivent strictement rien. Le problème, c'est que les experts, eh bien, ne regardent que les journaux occidentaux pour se renseigner, et que les organes de propagande occidentale, principalement américaine, comme l'ISW, par exemple, l'Institute of Study of War, par exemple, américain, mais ou comme les chiffres qui ont été donnés par Oryx, qui était devenu la référence. Vous notez que depuis plusieurs mois, les médias ne reprennent plus Oryx. Ça fait des mois que les médias ne reprennent plus les chiffres d'Oryx, qui sont ridicules. Donc ça y est, c'est terminé Oryx, depuis quelques mois. Voilà. Et là, c'était, étant donné que l'OTAN ne participait pas directement, évidemment que la Russie, encore une fois, pour qui connaît l'état de la Russie réel, le résultat était évident, absolument évident. C'est pour ça que je me permettais, il y a 1 an et demi, de vous dire que l'Ukraine avait perdu la guerre au 24 février 2022. Et souvenez-vous, il y a ne serait-ce que 9-10 mois, l'OTAN était encore frileuse quant à la Russie. Hein, Emmanuel Macron, il y a encore 10 mois à peu près, il disait qu'il fallait parler avec Vladimir Poutine, qu'il fallait faire attention à la Russie, qu'il fallait pas franchir les lignes rouges. L'Allemagne était encore plus frileuse. Donc, et les États-Unis, ah non, on n'envoie pas des missiles qui vont à 500 km. Hein. Ni la France, ni l'Allemagne n'a voulu envoyer des missiles allant au-delà de 500 km. Bref, et pendant environ 1 an, plus d'1 an même, vous avez noté que tout l'OTAN était frileuse à envoyer du matériel. Ah non, là on va fâcher la Russie si on envoie trop de matériel. Ah non, faut quand même faire attention. Donc dans ces conditions-là, et en particulier au tout début de la guerre, où l'OTAN était extrêmement frileux, bien sûr que l'Ukraine avait perdu la guerre au 24 février. Et elle a perdu la guerre au 24 février. Je vous rappelle que le lendemain, Zelensky a demandé une négociation, c'est-à-dire entre le 25 et 26 février, il y a eu donc des négociations à Minsk qui ont été torpillées par les États-Unis. Mais il ne faut pas oublier que Zelensky cédait. Il avait cédé. Faut pas oublier. Et il n'aurait perdu que le Donbass. Et il n'aurait pas perdu 500 000 hommes, 500 000 Ukrainiens. Il n'aurait pas perdu tout ça s'il avait cédé dès le début. Alors voilà, et là maintenant, on n'a que 2 ans plus tard la vérité quant à qui est l'agresseur, parce qu'au début, pendant presque 2 ans, on nous dit oui, invasion russe non provoquée, invasion russe non provoquée. Et là maintenant, on a la Cour internationale de justice qui nous dit que en fait, la Russie n'est pas un pays agresseur. C'est pas le pays agresseur. Voilà. Donc, sous-entendant que c'est l'Ukraine le pays agresseur et que c'est la Russie qui n'a fait que défendre la population autochtone, russophone, donc son propre peuple. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc, sachant tout cela, tout était extrêmement prédictible. Mais le narratif de l'Occident devant être ce qu'il devait être, bien sûr, parce que quand même, n'oubliez pas, au tout début, les sanctions devaient effondrer la Russie et donc, par conséquent, ça devait effondrer la Russie militairement. Or, il n'en a pas été question, ça a été même tout l'inverse, les sanctions n'ont fait que renforcer la Russie. Donc le narratif qui a été lancé au début pendant 6 mois, avec la grande espérance des Occidentaux, s'est complètement effondré. Alors évidemment, ils étaient là maintenant, 1 an et demi après, ils sont obligés quand même de continuer la narration, c'est-à-dire la communication, cette propagande de guerre, ils étaient obligés de la continuer, malgré tout,
en dépit de la réalité, en dépit du mur de la réalité, comme je le dis souvent, puisqu'ils n'avaient en réalité strictement aucune chance si les experts occidentaux étaient de vrais experts, s'ils s'étaient renseignés sur la Russie avant. Mais comme les experts occidentaux ne regardent et ne lisent que les livres ou les articles internet d'autres experts occidentaux, bref, ils se regardent entre eux, et ils ne regardent que des instituts américains ou anglais comme point de référence, donc l'ISW par exemple côté américain, ou l'Institut royal de la guerre pour l'Angleterre. Ils regardent que ce type, ce ne sont que des exemples d'organisation, d'entité, et pour eux c'est des références. Mais alors évidemment, les experts se basent sur des organes de propagande de guerre comme référence. Donc comme ils se basent que là-dessus, sur des organes de propagande de guerre, eh bien évidemment, toute leur connaissance est faussée. Donc comme leur information est erronée à la base, complètement déconnectée de la réalité, bah, leurs analyses aussi. Et là, ça s'est vu de manière criante pendant 2 ans. Là, on l'a vu avec les généraux, les colonels de plateau, les experts qui disaient mais n'importe quoi, c'était grotesque, caricatural. Franchement, j'avais honte pour eux, hein. J'avais honte pour eux, c'était embarrassant pour eux en réalité, hein. Mais comme eux n'ont pas conscience qu'ils se ridiculisent eux-mêmes, bah parce qu'ils font avec leur connaissance, voilà, basée uniquement sur la propagande et non sur la réalité, ils n'ont pas conscience qu'ils se ridiculisent eux-mêmes. Donc tout va bien, tout va bien. Voilà, donc pardonnez-moi, là je vous fais une longue conclusion sur l'attrait global. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Avdiivka. Maintenant, sur la mort de Navalny, bah, bien évidemment, bon, création du MI6 et de la CIA comme Juan Guaido et comme bien d'autres. Donc, nulle surprise, hein, il n'a d'importance que par la propagande occidentale qui lui en donne. Bien sûr, c'est en réalité un non-événement, mais que les médias occidentaux vont utiliser jusqu'à plus soif, bah parce qu'ils n'ont plus que ça, quoi. Ils n'ont plus que ça, ils n'ont plus que des superficialités pour cracher contre le régime de Poutine, qui est certes autoritaire, hein, mais un régime autoritaire n'est pas un régime totalitaire. Je vous rappelle que la Russie n'est pas du tout un régime totalitaire, mais il est autoritaire. Ça, c'est vrai, on peut pas l'enlever, ça. Alors, bref, et on a le général Sielski qui déclare que la Russie avance sur tout le front, hein, parce que Avdiivka, certes, c'est important, mais Avdiivka, c'est qu'un petit point sur le front qui fait environ 1000 km. Et le général Sielski, chef d'état-major ukrainien, dit quand même que la Russie avance sur tout le front. Enfin, que les services de renseignement norvégiens disent que la Russie mène la guerre. Alors, ils disent ça candidement et bêtement, j'ai envie de vous dire, car dire que l'eau mouille ben, n'apprend absolument rien à personne. Voilà, donc en gros, ce que je dis depuis presque 2 ans, eh bien, la Norvège vient de se réveiller, les services de renseignement se réveillent que maintenant, ce sont des lapalissades. Mais alors, ça paraît extraordinaire pour eux, parce que comme ils sont totalement ignorants et ne savent rien de rien, ils ne se renseignent pas sur des sources indépendantes, donc comme leurs sources, comme je viens de vous le dire avant, sont des sources uniquement de propagande, eh bien ils n'apprennent les choses que quand les choses leur arrivent à la figure. Et voilà, quand ça leur arrive à la figure uniquement, là ils apprennent. Voilà, et malheureusement c'est ainsi depuis très longtemps, depuis toujours j'ai envie de vous dire, c'est comme ça en Occident, c'est la dégénérescence à tous les niveaux, et on le voit, l'incompétence est universelle en Occident, la stupidité aussi, tout ça dû à la propagande générée par l'État profond, donc ça donne cela, et c'est à l'image de notre société occidentale qui s'effondre, hein. C'est à l'image de notre société occidentale, hein. Regardez Macron, regardez Scholz, regardez
Regardez en Italie, en Espagne, aux États-Unis, un Joe Biden, imaginez-vous, un président américain élu alors qu'il a Alzheimer avéré des années avant qu'il soit élu. Vous vous rendez compte un petit peu la chose. Et on en est là, c'est notre société actuelle qui est comme ça. Bon allez, j'arrête là, parce que comme d'habitude, je suis trop long et je digresse. Alors j'arrête là, et maintenant on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Alors je vous annonce une petite nouvelle pour ceux qui me suivent. La carte qui était au début faite par un Allemand, je me la suis appropriée. Donc je l'ai copiée. Et comme moi j'ai eu d'autres sources de renseignements quant à ce qui se passe sur le front, les anciennes mais de nouvelles. Alors je suis de plus en plus indépendant, donc j'ai plus besoin de cet Allemand qui commençait, on va dire, à donner des informations pas erronées, mais qui manquaient de précision et qui avaient trop de jours de retard. Donc au final, avec mes sources, bah, j'ai recopié sa carte et je me la suis appropriée. Et maintenant, c'est ma carte militaire. Donc, que peut-on dire? Donc, on va commencer par le sud. Donc là, il y a eu donc la destruction. Apparemment, ça reste à confirmer, mais d'après tout ce que j'ai lu, on peut dire que c'est confirmé à 90%. Un navire de débarquement de type César a été détruit par des drones navals ukrainiens, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'on sait tous en réalité que ce sont des drones britanniques, comme depuis le début de cette guerre, depuis le début de l'utilisation des drones navals. Alors pourquoi? Bah parce que ça a déjà été dévoilé il y a très plus d'un an déjà. On sait que Odessa, donc c'est là où il y a la plus grande concentration de mercenaires otaniens et principalement de mercenaires britanniques. Donc c'est contrôlé par l'OTAN, tout simplement, de manière directe. Et les informations, bah, les Ukrainiens, ils les ont directement des AWACS américains ou des Reaper américains et autres satellites américains. Donc en gros, le renseignement est américain et les attaques sont britanniques, pour vous simplifier les choses en réalité. Alors sur Krinky, il y a toujours un peu de bataille, mais très très peu. En fait, chaque semaine, les batailles s'affaiblissent sur Krinky. Je suis même surpris que les Russes ne soient pas encore occupés. C'est assez étonnant. Je suppose parce que les Russes étaient entièrement occupés sur Avdiivka. Donc je suppose qu'en attendant qu'ils se débarrassent d'Avdiivka, ils ont plus ou moins figé le front sur Krinky. Alors dans l'oblast de Zaporojye, c'est pareil. Hein, là on voit dans la région d'Orirov, là où il devait y avoir la grande offensive ukrainienne qui devait piquer sur Tokmak. Ensuite sur Melitopol et la mer d'Azov, eh bien, rien ne s'est passé. Il n'y a rien à dire de bien particulier. Juste vous rappeler que ici, les Zaloujny prétendaient avoir abattu un Beriev A-50, l'équivalent d'un AWACS américain. Donc ici, mais d'après les cartes ukrainiennes, Zaloujny nous montrait les images radar, c'était ici, voilà, d'après Zaloujny, et en réalité, il s'est avéré que c'était un mensonge, un énième mensonge, voilà. Et l'Ilyushin 22, donc lui a atterri en urgence ici à l'aérodrome militaire d'Apara, voilà, donc ici, voilà. Donc mensonge. Donc Zaloujny, je vous rappelle, avait annoncé immédiatement la destruction de l'A-50 et de l'Ilyushin 22. Et au final, l'Ilyushin 22 a pu atterrir. Donc pas indemne, hein, il était fortement endommagé. Et l'A-50, en fait, il n'y en avait pas. Voilà, tout ça, il n'y en avait pas. C'était un pur mensonge, mais fallait à ce moment-là détourner l'attention parce qu'à ce moment-là, les Ukrainiens n'avaient que des mauvaises nouvelles sur le front, donc fallait détourner l'attention. Et je vous rappelle aussi, c'était le jour où Zelensky, exactement le même jour, hein, où Zelensky se présentait au forum
de Davos, au Forum économique mondial, pour mendier évidemment toujours quelque chose de l'OTAN. C'était le même jour que Zaloujny avait annoncé cela. Voilà, je reviens un petit peu en arrière vite fait, hein, comme ça. Donc maintenant, plus précisément dans l'oblast de Donetsk, donc on a Ougledar où les Russes avancent toujours, mais difficilement ici, toujours dans le même coin, ils essayent toujours dans ce même coin-là, mais ça ne bouge quasiment pas sur Ougledar. Sur Malinka, ça avance aussi, mais très légèrement, ça bouge pas. Par contre, sur Novo-Mikhaïlivka, là par contre, ils ont avancé. La semaine dernière, c'était là. Donc là, ils ont avancé de quelques centaines de mètres. Donc ici, ça bouge un petit peu plus. Voilà. Alors, je rappelle comme ça que Ougledar, à ma connaissance, c'est la toute dernière forteresse ukrainienne. Il ne reste plus qu'Ougledar. Hein, parce que, vous souvenez-vous, il y en avait 3. Il y avait Ougledar, Malinka et Avdiivka. Donc Malinka est tombée, Avdiivka est tombée, il ne reste plus qu'Ougledar. Voilà, c'est la dernière. Donc une fois que les 3 verrous là vont bien, les 2 verrous ont été des verrous militaires ont été déverrouillés ici, il manque plus qu'Ougledar et là ça va être une autoroute pour les Russes. Ça va être une autoroute pour les Russes. Là il y aura plus grand chose qui vont les arrêter. Hein. Voilà. Donc là sur Avdiivka, parce que c'est là où il s'est passé quelque chose. Donc sur Avdiivka, il y a eu une grosse avancée ici, une petite avancée ici, une petite avancée là. Donc bon, j'en ai longuement parlé, donc je ne vais pas m'éterniser sur Avdiivka. La flèche bleue, c'est la retraite prévue, le chemin de retraite prévu pour l'armée ukrainienne. Là, cette flèche bleue qui est un petit peu différente de celle-ci, c'est parce que c'était les renforts. C'était les renforts, la direction des renforts ukrainiens pour aider Avdiivka. Et ils se sont fait arrêter ici. Ils se sont fait arrêter ici. Donc les renforts, en fait, n'ont jamais pu atteindre Avdiivka. Hein. Donc ils se sont fait arrêter ici. Puisque de toute manière, évidemment, la zone d'accès à Avdiivka était perpétuellement bombardée, que ça soit par des bombes planantes ou par l'artillerie, sans compter les drones, bien entendu. Donc ça a été un véritable massacre. Un véritable massacre. Pourtant, les Ukrainiens ont fait quelques bons coups. Hein. Il y a quelques mois, les Ukrainiens ont bien résisté malgré tout. Je rappelle que c'est normal, ils avaient le meilleur matériel, donc principalement que des canons César, pas que, mais principalement, et ils avaient des hommes qui étaient très bons. Hein. Mais malgré tout, ils se sont tous fait tuer parce que fallait insister. Fallait insister. Absolument. Pas de retraite. Hein, c'était il y a encore 2 semaines, fallait tenir absolument. Voilà, donc tout ça à cause du général Syrskyi, mais qui obéit au président Zelensky, bien sûr. Alors là, vous voyez un point jaune, parce que sur Sielou-Dovier, là, il y a eu apparemment 1500 militaires qui se réunissaient, principalement du bataillon Azov, d'après ce que j'ai lu. Les Russes, qui ont un renseignement militaire absolument exceptionnel, l'ont su. Et donc, alors, je sais pas. Par contre, je sais pas pourquoi. Hein. Est-ce une commémoration? Est-ce est-ce des futures troupes qui allaient renforcer Avdiivka? Je pense que c'est ça le plus probable. Hein. C'est pour ça qu'il y en avait autant sur cette zone. Ça devait être en préparation pour venir en aide à Avdiivka. Ce n'est que mon opinion, mais à mon avis, je suis quasi certain que c'est ça. Hein. Et donc, les Russes l'ont su, certainement grâce à la population locale, parce que je vous rappelle que la majorité de la population locale dans cette zone de l'Ukraine est principalement russophone et pro-russe. Hein, faut quand même le rappeler. Toute la population anti-russe pro-Occident se sont retirés il y a bien longtemps. Donc maintenant, il ne reste plus, en général, bien entendu, que les pro-russes. Donc peut-être 1500 morts d'un coup, hein, avec 3 tirs d'Iskander-M. Voilà, sur cette ville-là. Donc ce qui a un coût absolument terrible pour l'armée ukrainienne,
puisque ce ne sont pas n'importe quelles troupes, ce sont les meilleures troupes ukrainiennes, donc un très très gros coup dur. Alors pour le reste du front, il n'y a pas grand chose à dire. Évidemment, il y a évidemment la région de Sivelsk, hein, qui est ici, qui résiste toujours. Il y a Bakhmout. Alors Bakhmout, il n'y a pas grand chose à dire, mais sur Klomovie, ils ont un peu avancé, les Russes. Un peu, mais bon, voilà. Bon, pas grand chose à dire sur Bakhmout. Pas grand chose à dire sur Sivelsk. Sivelsk, c'est toute cette région, hein, c'est vraiment une région puissamment défendue par l'Ukraine, mais ce n'est pas une forteresse. Je ne cesse de le dire, ce n'est pas une forteresse. Donc voilà, donc ça se bat toujours, bien sûr, mais les Russes n'ont pas vraiment avancé. Voilà, sinon, pour le reste, pas grand chose à dire. Sur Kupiansk, bah, les Russes avancent, ils avancent un petit peu, surtout dans cette direction. C'est dans cette direction qu'ils avancent. Quelques centaines de mètres, mais pas grand chose. Alors pourquoi là il y a ce point vert? C'est parce qu'il y a eu un bombardement sur Kharkov. Apparemment un dépôt, alors on ne sait pas, un dépôt diesel, un dépôt pétrolier, peut-être un dépôt pétrolier, donc ça, évidemment, c'est un gros coup dur pour l'armée ukrainienne, hein, cette destruction, parce qu'apparemment c'est un gros dépôt. Encore une fois, je ne sais pas si c'était du diesel ou si c'était du pétrole. Bon, en tous les cas, ça fait mal au niveau côté ukrainien, bien sûr. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte militaire. Voilà, c'est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, abonnez-vous, mettez un commentaire, cela est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Je vous remercie à tous de votre soutien à cette chaîne. J'en ai plus que jamais besoin étant donné que YouTube s'acharne sur moi. En tous les cas, merci encore de votre soutien et toujours, soyez curieux.